Et on aborde l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière en ce qui concerne l'immobilier d'entreprise. Et seulement l'immobilier d'entreprise. Donc, présentation, tarifs, personnes imposables, biens immobiliers imposables, participation immobilier exclue du champ de l'IFI. On va voir qu'il y a 2 exonérations, passif déductible ou non, limite à la déductibilité des dettes, panorama, des actifs immobiliers exonérés et l'immobilier d'entreprise et le chef d'entreprise avec l'activité professionnelle. Les références fiscales. Quelle stratégie IFI pour le chef d'entreprise? Alors, moi, je n'ai pas de stratégie. Voilà. Je n'ai pas de stratégie pour réduire l'IFI. Au contraire, on verra que bon nombre de situations chez moi, il y a des schémas chez moi qui vont entraîner une augmentation de l'IFI. Mais à vouloir toujours la même chose, à vouloir focaliser sur un impôt, on risque fort d'en augmenter les autres. Et je rappelle que le principal enjeu fiscal, ce n'est pas l'IFI pour le chef d'entreprise, c'est toujours la transmission, et pas que pour le chef d'entreprise d'ailleurs. Donc j'invite toujours à considérer la fiscalité dans son ensemble. Et on verra que, puisque la meilleure arme de défiscalisation, c'est la donation, on l'a vu. Et donc, si je donne à mes enfants, qui un jour seront détachés de mon foyer fiscal de l'IFI, il y a de fortes chances que l'immobilier qui était exonéré pour biens professionnels devienne taxable à l'IFI si mes enfants n'ont aucun rôle dans l'entreprise opérationnelle. Donc voilà, c'est vrai que y a des schémas qui vont entraîner un accroissement de l'IFI, mais compte tenu des enjeux, il y a des économies par ailleurs réalisées. Voilà, donc chez moi, je n'ai pas de stratégie pour réduire l'IFI. Bon. Alors voici la source, les sources. En résumé, les biens imposables sont les actifs immobiliers qui ne sont pas affectés à l'activité opérationnelle d'une société ou à l'activité professionnelle du propriétaire. On va avoir 2 types d'exonération en fait. Et on va distinguer si l'immeuble est détenu par la société opérationnelle ou pas. On va retrouver aussi cette distinction-là pour le pacte du travail transmission. On verra qu'il y a une chose commune au pacte du travail transmission, au droit de mutation à titre gratuit et pour les filles. On a l'exonération sur la totalité de l'immeuble professionnel, j'entends, qui sert à l'exploitation, dès lors que l'immeuble est inscrit directement ou indirectement à l'actif de l'entreprise. Et si l'immobilier n'est pas inscrit à l'actif de l'entreprise, eh bien on va regarder si l'immeuble constitue l'activité professionnelle du propriétaire. Voilà. Donc voilà le seuil. Le taux, en cas de démembrement de propriété, sauf exception, taxation de l'usufruitier, pour les biens, toujours l'immobilier non professionnel, bien sûr. Et donc, voici les 2 possibilités d'exonération. Soit l'immeuble est détenu par la société opérationnelle ou la holding animatrice, quoique, on verra la difficulté. À ce moment-là, le bien est totalement exclu de l'IFI. Ou l'immeuble loué à la société opérationnelle est loué à la société opérationnelle et le chef d'entreprise exerce son activité principale. Et à ce moment-là, l'immeuble ne sera pas exonéré en totalité,
mais on aura l'exonération à hauteur de la participation du chef d'entreprise dans la société opérationnelle, pas de sa participation éventuelle dans la société civile qui détient l'immeuble. Donc l'exonération sera proportionnelle à la participation au capital de la société. Alors, vous voyez bien que dans les stratégies donation, vente, apport, on passe par la donation. Donc vous voyez bien que ici, si le capital de la société opérationnelle est majoritairement détenu par les enfants non repreneurs de l'entreprise, majeurs mais non repreneurs de l'entreprise, eh bien l'immeuble, s'il n'est pas inscrit à l'actif de l'entreprise, eh bien sera taxable à l'IFI. Chez moi. Donc voici les deux régimes. Juste une question. Même si le bien, par exemple, il est dans... Ça va? Oui, très bien, merci. Voilà. Donc c'est la deuxième exonération. Voici un tableau de synthèse. Donc exclusion totale de l'IFI, première chose, dès lors que l'immeuble qui sert à l'exploitation est inscrit directement ou indirectement à l'actif de la société opérationnelle. On n'a pas l'écran sur Royal. Oh pardon, merci. Ah, je ne vous ai pas entendu. Je reprends. Voici le tableau de synthèse, donc, bien exclu de l'assiette IFI, on a l'exclusion totale dès lors pardon, que l'immeuble est inscrit à l'actif de la société opérationnelle, soit directement ou indirectement. Et si l'immeuble n'est pas inscrit à l'actif de l'entreprise opérationnelle, eh bien, à ce moment-là, il faut regarder si on peut avoir l'exonération partielle. Et on a l'exonération partielle dès lors que l'immeuble est affecté toujours à l'activité professionnelle du redevable et le chef d'entreprise, il remplit les trois conditions. Ici, on a vu que conditions de rémunération, conditions de fonction de direction et conditions de seuil de détention en droit de vote. Voilà, pour les sociétés à l'IS, je passe pour les sociétés à l'IR. Avec des spécificités pour les biens ruraux, bois et forêts, et on peut avoir l'exonération totale en tant que bien professionnel ou partiel avec abattement. Et c'est quoi le seuil de vote, s'il vous plaît? On va le voir, tout ça. Voilà, on va voir tout ça avec des exceptions, toujours. Donc, si l'immeuble appartient à une société opérationnelle, exonération bien exclue de l'assiette de l'IFI. Ou si l'immeuble n'est pas inscrit à l'actif de l'entreprise, mais il est toujours affecté à l'activité opérationnelle, son activité et le contribuable exerce son activité principale avec les trois conditions, eh bien à ce moment-là, on va avoir l'exonération, mais à hauteur de la participation du redevable dans la société opérationnelle. Et les trois conditions, donc voici partiellement la réponse à votre question, 25% des droits de vote, une fonction de direction et la rémunération. Compliqué, l'IFI, vous allez voir. Plus compliqué qu'avant la réforme. Parce que si je ne dis pas de bêtises, en fonction de si la structure elle est à l'IR ou si elle est à l'IS, la question de la rémunération, ce n'est pas exactement la même chose dans les textes. Où je dis quelque chose qui est... Non, donc absolument. Donc il faut distinguer si la société est à l'IS ou la société est à l'IR. Opérationnel, Parce que pour moi, l'IS, ça devait être plus de 50% de la rémunération. Oui, on va le voir. À l'IR, et que ça devait être l'essentiel. Mais l'essentiel, c'est très subjectif ce truc. Oui, parce que... absolument. Oui, c'est laissé à la libre appréciation de l'administration. Ouais, impeccable. Oui, mais c'est source de contentieux. C'est un des textes les plus compliqués, l'IFI. Vous avez un paquet de diapositives ici, sur l'IFI. Et vous allez voir.
on n'est pas rentré dans la complexité encore. Est-ce que ça va représenter un bien professionnel unique lorsqu'en présence de plusieurs sociétés? Voilà. Est-ce que les activités sont soit connexes ou complémentaires? Oh, bon, on va voir tout ça. Hein. Mais ici, on ne parlera que des sociétés à l'IS, hein, puisqu'on a exclu les plus-values professionnelles du cours, pratiquement. Hein. Oui, bon, après, c'est peut-être rare d'avoir dans des sociétés à l'IR de gros immobiliers, à part peut-être sur des opérations de bail à construction, c'est deux choses, mais sinon... Oui. J'aborde pas le bail à construction ici. Hein. Je diverge, reprenons. Voilà. Donc le redevable doit exercer une fonction de direction de la société, une fonction éligible à l'IFI, qu'on retrouve également aussi pour le pacte du travail. Toujours la fonction doit être effective et donner lieu à une rémunération normale. Alors après, il peut y avoir des situations particulières quand l'entreprise va mal. Est-ce que c'est si le chef d'entreprise accepte de baisser sa rémunération, l'administration peut en tenir compte. Oui, bon. Mais sinon, le principe, c'est que la rémunération doit représenter plus de 50% des revenus professionnels du redevable, sauf exception. Le seuil de détention est de 25% au moins des droits de vote, voire moins, à condition que la valeur des titres détenus par le foyer fiscal dépasse 50% de valeur brute du patrimoine taxable, ou moins en cas d'augmentation du capital. Et dans cette situation, où l'immeuble n'est pas inscrit à l'actif de l'entreprise, eh bien, l'exonération est limitée à la participation du redevable dans la société opérationnelle ou dans la holding animatrice. Alors, j'affirme que les possibilités en termes d'IFI sont restreintes. Immeuble détenu par l'entreprise, première situation, mais en général, on nous dit que, sauf exception, ne pas inscrire l'immeuble à l'actif de l'entreprise. Si, pour échapper à l'IFI, j'inscris l'immeuble à l'actif de l'entreprise, ben pour la sortie, ça va faire mal. Alors, on verra qu'il y a des exceptions. Quand on a à la fois et l'IFI et les droits de mutation à titre gratuit, parce que c'est pareil, pour les droits de mutation à titre gratuit, pour avoir l'exonération sur la valeur de l'immeuble, l'exonération de 75% du travail, il faut impérativement que l'immeuble soit inscrit à l'actif de l'entreprise. Alors, si l'immeuble fait partie intégrante de la société d'exploitation, ben ouais, ça peut justifier l'inscription de l'immeuble à l'actif de l'entreprise, mais sinon, non. Pourquoi? Parce que sinon, ben, l'immeuble va accroître la valeur de l'entreprise et pour trouver ensuite un acquéreur, ce sera beaucoup plus difficile. Si j'inscris l'immeuble à l'actif de l'entreprise, je ne pourrai pas conserver l'immeuble pour ma retraite, notamment. Et surtout, l'acquéreur, quand il voit l'immeuble, bien souvent, il va dire « Ok, mais sortez-moi ça, moi je vous achète l'entreprise à condition que vous me sortez l'immeuble de l'actif. » Et donc, la sortie, ben, c'est fiscalement dissuasif quand même. Hein. Donc, on peut penser à inscrire l'immeuble à l'actif de l'entreprise dans ces situations. Donc, l'immeuble est partie intégrante de l'exploitation. Il n'y a pas de perspective de plus-value, et ça, on ne sait jamais. Hein. Voilà. Ou alors, pour financer son acquisition par la trésorerie de l'entreprise, l'entreprise a plein de trésorerie. Au lieu de la sortir avec une fiscalité sur les dividendes, je peux trouver judicieux que la société va acquérir l'immeuble de l'entreprise. Mais en tous les cas, on verra pas dans ce cours, mais bien souvent, il vaut mieux que la société détienne l'immeuble, non pas directement, mais indirectement au travers d'une société civile, par exemple. Et on l'a vu aussi pour bénéficier du pacte du travail, parce que l'immeuble doit impérativement être inscrit à l'actif de l'entreprise. Deuxième exonération, l'immeuble est loué à l'entreprise dans laquelle le dirigeant exerce son activité principale avec les trois conditions.
Si l'immeuble n'est pas détenu par l'entreprise, donc le chef d'entreprise doit remplir les 3 conditions de seuil de détention, 25% des droits de vote, de fonction de direction, de rémunération, plus de 50% sauf exception. L'exonération IFI du chef d'entreprise est à la hauteur de sa participation au capital de la société opérationnelle et non pas, malheureusement pour moi, dans mes stratégies, le plus souvent, et non pas à proportion de ses droits de vote. Voilà. Vous voyez que certains dispositifs, c'est à proportion du capital et d'autres à proportion des droits de vote. Alors, j'ai une faute ici pour l'IFI, il n'est pas toujours intéressant de transmettre l'entreprise. Parce que si je donne, on l'a vu, les titres de la société civile aux enfants et qui n'exercent plus tard et qui ne remplissent pas les 3 conditions, bien à ce moment-là, on va avoir la taxation de l'immeuble à l'IFI. Mais ça va arriver un jour, de toute façon. Si les enfants ne reprennent pas l'entreprise, à un moment donné, ils vont hériter des parts de la société qui ne sera plus du tout un outil professionnel. Et je rappelle que l'enjeu majeur de la fiscalité, au-delà de la fiscalité, de la pérennité de l'entreprise familiale, c'est la transmission. Tarifs, évaluation, voici les tarifs. Évaluation identique à celle des droits de mutation à titre gratuit, avec exception. Calcul de l'IFI pour l'immobilier non professionnel détenu par une société. On va voir un modèle de calcul parce qu'on a vu que c'était à proportion de la participation au capital de la société opérationnelle. Détention indirecte de l'immobilier non professionnel et le passif. Donc les titres de société sont imposables à l'IFI à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens professionnels, avec l'application d'un coefficient immobilier, je passe avec un double plafond. Base taxable à l'ISF. C'est une ancienne jurisprudence, la décote pour illiquidité des parts de sociétés civiles qui sont normalement, donc les textes devraient être, les jurisprudences, les décisions devraient être applicables bien sûr à l'IFI. Donc, décote pour illiquidité de 10 à 20% selon les situations. Avec une dernière jurisprudence plus récente de 2023, une décote, première décote de 10%, puis une seconde décote de 10% pour clause d'agrément. Les personnes imposables, rapidement, avec le plafonnement, avec des règles anti-abus également, territorialité, toujours territorialité pour les non-résidents, fiducie trust, tontine, démembrement de propriété, l'usufruitier, sauf exception. Alors, il y a un schéma qui entraîne une double taxation à l'IFI. Je ne sais plus si on l'a vu, celle-là. C'est lorsque les parts d'une société civile sont démembrées et que la société civile ne détient que de la nue propriété de l'immeuble. Voilà. Donation, imposition de l'usufruitier sur la pleine propriété. Vous savez, lorsque j'informe, même s'il s'agit d'un immobilier non professionnel,
que c'est l'usufruitier qui est redevable de l'IFI, bon, et qu'on regarde l'ensemble des inconvénients du démembrement de propriété, bien, très souvent, j'arrive à une transmission à titre gratuit en pleine propriété. Alors, des exceptions, l'usufruit légal, répartition entre usufruitier et nu propriétaire, mais s'il s'agit d'un usufruit conventionnel, notamment qui résulte d'une donation entre époux, eh bien, c'est l'imposition de l'usufruitier. Vente de la nue propriété à une personne autre qu'un héritier, imposition de l'usufruitier sur la valeur de l'usufruit, sauf cas particulier. Donc voici la situation en cas de démembrement de propriété, usufruit légal, répartition selon l'article 669 du Code général des impôts. Si c'est un usufruit conventionnel entre époux, à ce moment-là, c'est l'usufruitier. Vente, apport de la nue propriété, cas particulier, donation avec réserve d'usufruit, puis cession de la nue propriété par le donataire. Vente de l'usufruit à une personne, la nue propriété à une autre, apport de la nue propriété à une société. Donc voici les cas particuliers et ici les explications. Donation avec réserve d'usufruit puis cession de la nue propriété par le donataire. Vente de l'usufruit à une personne, la nue propriété à une autre. C'est toujours l'usufruitier. Apport de la nue propriété à une société. Deux situations à considérer. La société bénéficiaire de l'apport, le plus souvent une société civile, n'est pas contrôlée par une société interposée, ou alors elle est contrôlée par une société interposée. Et à ce moment-là, on peut avoir une double imposition à l'IFI. Les biens immobiliers imposables, mais dès lors que l'actif immobilier est destiné, est affecté à l'activité opérationnelle d'une société, eh bien, il peut être exonéré. Crédit bail immobilier, contrat de location-accession, taxation à l'IFI. Pour les sociétés qui détiennent indirectement de l'immobilier, voici le calcul de la valeur imposable des titres. Ce qu'on appelle le ratio immobilier. Et je vais vous donner un exemple ensuite. Je passe. Vous verrez les calculs si vous êtes confronté au sujet. Non-déductibilité de certaines dettes sociales. Les participations où l'immeuble exclu du champ de l'IFI. On a vu soit 965, soit 975. 975, exonération bien professionnelle avec les trois conditions. Donc toujours le même raisonnement. Est-ce que l'immeuble est détenu directement ou indirectement par la société opérationnelle? Si oui, exonération totale. Si l'immeuble n'est pas inscrit à l'actif, est-ce que ça constitue un bien professionnel avec les trois conditions? Exclusion, donc cas de situation, exclusion du calcul de l'assiette au prorata de la participation dans la société opérationnelle. Et bien immobilier exonéré en tant que bien professionnel, les situations. Et notamment
on a vu l'immobilier affecté à l'activité professionnelle du redevable. Encore toujours des exceptions, notamment les participations minoritaires dans des sociétés opérationnelles. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'exonération pour l'immeuble affecté à l'activité d'une société opérationnelle détenue directement ou indirectement par le contribuable. Sont exclues les participations minoritaires, l'immobilier affecté à l'activité d'une société opérationnelle, voilà, le 965 exclut l'IFI pour l'immobilier de société opérationnelle. Un exemple d'exclusion de l'IFI, l'immeuble affecté à l'exploitation de la société qui le détient. Donc ici, on a une holding qui détient la société opérationnelle. Bien, l'immeuble est inscrit à l'actif de la société opérationnelle, exonération de l'IFI, qui est une holding ou pas. Exemple ici d'imposition de l'IFI, c'est une holding passive qui détient une filiale société civile, qui détient l'immobilier et qui détient par ailleurs la société opérationnelle. Ici, l'immeuble n'est pas inscrit à l'actif de la société opérationnelle et donc, en principe, on a l'imposition à l'IFI, sauf bien professionnel. Immeuble affecté à l'exploitation d'une société ou du groupe. Pardon. L'immeuble affecté à l'exploitation d'une société, l'activité de la société détenue par le contribuable est opérationnelle. Donc ici, exonération de l'IFI, la société est opérationnelle ou animatrice qui détient la société civile, qui détient l'immeuble, la société civile, enfin l'immeuble est inscrit à l'actif, indirectement à l'actif de l'entreprise, on a l'exonération de l'IFI. Une deuxième exonération, ici, si la holding est animatrice. Une holding animatrice est considérée comme une société opérationnelle dès lors que la holding contrôle la société opérationnelle, donc elle exerce en fait le pouvoir de décision, eh bien on a toujours l'inscription indirecte à l'actif de la holding animatrice considérée comme une société opérationnelle, on a l'exonération de l'IFI. Voilà. Mais attention, si on a une pluralité d'entreprises et avec des conditions de rémunération, on va considérer le bien professionnel unique et on va considérer en principe la somme des rémunérations. Voilà, l'activité opérationnelle, industrielle, commerciale, libérale, artisanale, agricole. L'activité commerciale, définition purement fiscale. Articles 34 et 35 du Code général des impôts. Et l'administration dit que exclusion de l'IFI maintenant pour les opérations de promotion et de marchand de biens. C'est pareil pour les droits de mutation à titre gratuit du travail d'ailleurs. Mais imposition de l'IFI pour la location meublée, sauf si
ça relève d'une véritable exploitation, par exemple proche de l'hôtellerie. Et que ça corresponde à un bien professionnel. Holding animatrice, en termes de l'IFI, on a une nouvelle définition maintenant pour le pacte du trade dans le 787B du Code général des impôts, mais on va avoir toujours, à mon sens, une jurisprudence qui va toujours arriver sur ce sujet-là, mais je considère qu'il y a 3 conditions à remplir pour avoir le caractère qualifié une holding d'animatrice. Le premier, et ça c'est commun, c'est qu'elle participe activement à la conduite du groupe et au contrôle de ses filiales, avec une faute d'orthographe. Elle rend des services, des conventions de services, ça c'est le minimum, et je rajoute une 3e condition, c'est pas moi qui les rajoute, c'est la jurisprudence, elle mobilise des moyens spécifiques. Holding, exclusion de l'IFRI au prorata de la participation dans la société. Et si, voici un exemple, s'il y a plusieurs niveaux de participation. On passe. On passe les exemples. Passif déductible ou non. En principe, déductible avec des exceptions pour les mesures anti-abus. Donc, déduction plafonnée, les prêts in fine et les dettes importantes. Déduction conditionnelle, dette familiale, dette pour vente à soi-même, créer du passif en fait. Dette non déductible, prêt réalisé par un foyer fiscal à un autre. Compte courant d'associé, sauf exception. Voici, en principe, un compte courant d'associé et en principe un passif non déductible. Sauf si il est démontré que le compte courant a été créé avant l'IFI et que le but n'est pas principalement fiscal. Déduction plafonnée, prêt in fine, dette importante, déduction conditionnelle, dette familiale, sauf exception, dette pour vente à soi-même. Et dette non déductible, voilà. Limite à la déductibilité des dettes, panorama. Les voici. Les prêts in fine à nouveau. Et notamment les prêts entre membres du foyer fiscal ou du cercle familial. Et les actifs immobiliers exonérés, bien, les biens ruraux, je passe, et l'immobilier affecté à l'activité professionnelle du redevable. Alors, vous avez distingué les entreprises individuelles, les sociétés de personnes à l'IR et les sociétés à l'IS avec les 3 conditions. Bien exonéré de l'IFI, donc 975. Ici, l'immeuble est affecté à l'activité professionnelle du redevable. Je passe sur les biens ruraux, des parts de groupements forestiers, agricoles.
les baux ruraux, les parts de GFA, et l'immobilier affecté à l'activité professionnelle du redevable. Entreprise individuelle ou société opérationnelle soumise à l'IS. Et voici les entreprises individuelles et les sociétés de personnes à l'IR. Donc, sont exonérés les biens ou droits immobiliers, les titres représentatifs de ces biens, affectés à l'activité principale du redevable. Et là, oui, il y a des jurisprudences assez fournies lorsque le contribuable exerce plusieurs professions, plusieurs activités. Qu'est-ce que c'est que l'activité principale? Et qu'elle soit exercée à titre individuel dans une société de personnes à l'IR. Je n'ai pas développé ce sujet-là. Pour les sociétés à l'IS, il doit exercer à titre principal une fonction de direction et la fonction est effectivement exercée et donner lieu à rémunération normale qui doit représenter plus de 50% des revenus professionnels du redevable et détenir plus de 25% des droits de vote ou moins si voilà, la valeur représente plus de 50%. On l'a vu précédemment, les exceptions. Et notamment aussi le 25% exception en cas d'augmentation de capital de la société. Et voici quelques exemples. Donc, société opérationnelle à l'IS, ici. Exemple 1, exonération de l'IFI à proportion de la détention dans le capital de la société opérationnelle, dès lors qu'on a les trois conditions qui sont remplies. On a l'exonération, et pareil ici, que la holding soit animatrice ou passive. Dès lors que la holding contrôle la société opérationnelle. Et enfin, chef d'entreprise et immobilier d'entreprise, l'activité professionnelle. Donc, toujours la même chose, est exonéré de l'IFI, l'immeuble affecté à l'activité de l'entreprise opérationnelle, l'exonération totale si l'immeuble est inscrit à l'actif de la société opérationnelle ou de la holding animatrice, ou l'exonération est partielle à hauteur de la participation dans la société opérationnelle ou la holding animatrice, dès lors que le contribuable remplit les trois conditions, direction, rémunération, détention. Donc, exonération totale, l'immeuble est inscrit. Et on a l'exonération totale, quelle que soit la participation du chef d'entreprise dans la société opérationnelle. Donc, inscription à l'actif, exonération. Sinon, est-ce que c'est un bien professionnel? Des exemples d'exonération totale de l'IFI. L'immeuble est inscrit dans le patrimoine professionnel de l'associé affecté à l'activité professionnelle. Et dès lors que l'immeuble est inscrit à l'actif directement ou indirectement, on n'a pas ici de fonction de direction exigée dans la société opérationnelle. Donc, premier schéma, l'immeuble est directement inscrit à l'actif de l'entreprise, exonération totale. On a, deuxième schéma, une holding interposée, animatrice ou passive, exonération. Si la holding est animatrice et qu'elle détient directement l'immeuble qui est loué à la société fille opérationnelle, on a l'exonération également. Voilà les cas d'exonération. Ou alors, si la société opérationnelle détient une société civile qui détient l'immobilier,
qu'il y ait un niveau d'interposition entre la société opérationnelle, dernier schéma, ou le contribuable, et le contribuable. Immeuble détenu ici par la holding, si H est holding passive avec ou sans contrôle de F, ici on a l'IFI, l'immeuble n'est pas du tout inscrit à l'actif de l'entreprise, sauf si l'immeuble est un bien professionnel. Autre schéma, ici, si la holding est animatrice et elle contrôle sa fille, eh bien, on a l'exonération totale de l'IFI. La holding A contrôle B et C, majorité des droits de vote et pouvoir de décision, ou alors la holding A ne contrôle pas D. Si A ne contrôle pas D, eh bien, on a ici l'IFI. Imposition de l'IFI, lorsque la société n'est pas contrôlée. Voilà, la holding A contrôle C, mais ne contrôle pas D. L'immeuble détenu par le redevable où C affecté à D n'est pas contrôlé, on a l'imposition à l'IFI. Bien que l'immeuble soit affecté à l'activité professionnelle. Et on a aussi maintenant l'exonération partielle dès lors que l'immeuble n'est pas inscrit à l'actif de l'entreprise. Exonération partielle à hauteur de la participation. Exemple, donc ici, cas classique, l'immeuble est détenu par une société civile, l'immeuble est loué à la société d'exploitation, qu'il y ait une interposition éventuellement entre le redevable et la société opérationnelle, eh bien, on a l'exonération partielle à hauteur de la participation dans la société opérationnelle. Et voici les conditions de bien professionnel. Activité opérationnelle, problème lorsqu'il y a une pluralité d'activités opérationnelles, l'immeuble doit être nécessaire et la situation du dirigeant retraité usufruitier. Activité opérationnelle et les holdings animatrices. Si une activité mixte, l'activité opérationnelle doit être prépondérante, à savoir 80%, ça peut constituer, en cas de pluralité d'activités, un bien professionnel unique et, en principe, sauf exception, la rémunération perçue dans chaque société opérationnelle doit représenter plus de 50% des revenus annuels professionnels. Exception, voilà, deux situations, soit les activités sont soit similaires, soit connexes et complémentaires, ou il s'agit d'activités indépendantes. Voilà. Les activités sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. On a de nombreux contentieux, on a eu des contentieux sur ce sujet-là, puisqu'il y a une jurisprudence qui existe, notamment pour apprécier si les activités sont soit similaires ou connexes et complémentaires en amont ou en aval, ou alors la société change d'activité, ça fait exploser l'IFI. Voici les définitions de connexes et complémentaires qu'on retrouve dans les instructions fiscales. S'inscrit dans le prolongement de l'autre société, l'activité, en amont ou en aval. Je passe. Et je vous ai mis des exemples de pluralité de sociétés avec la rémunération. Est-ce que ça constitue un bien professionnel unique?
monsieur, je prends qu'un exemple, hein, monsieur détient indirectement 25% du capital et des droits de vote, on va dire, de A et B. Il exerce ses fonctions et perçoit sa rémunération dans H. Si la holding n'est pas animatrice, pas d'exonération d'IFI. Si la holding est animatrice, exonération. Si les conditions de fonction de détention eh bien, sont remplies. Et il exerce ses fonctions dans A et B, H est animatrice ou non. On va regarder si les activités de A et B sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Et si la rémunération est normale, voilà, avec le seuil de rémunération de 50%, exonération. Si les activités sont indépendantes, on va regarder ici quelle est la rémunération dans une des activités qui représente plus de 50%. La rémunération prépondérante, eh bien l'autre activité ne sera pas exonérée de l'IFI. Je passe. Je passe. L'immeuble nécessaire. Et ici, le cas de filiales avec des immeubles non affectés à l'activité. Et enfin, dirigeant, retraité, usufruitier. Le principe, c'est que l'usufruitier est redevable de l'IFI sur la pleine propriété, sauf exception bien professionnelle pour la valeur de la nue propriété. Et on a la répartition ici de l'IFI à proportion du 669 du Code général des impôts. Et je passe. Société à l'IS, fonction de direction, rémunération, seuil de détention. Nature des fonctions exercées, montant de la rémunération, seuil de détention. Donc ici, dans le détail, l'exercice de la fonction de direction. Fonction de direction exercée par le conjoint concubin. Notoire. Nature des fonctions exercées, attention au titre, et au pouvoir de représentation à l'égard des tiers, et le DG adjoint n'est pas éligible. La SAS, il y a intérêt, on verra aussi pour du trade transmission d'entreprise, à préciser dans les statuts le pouvoir éventuel de représentation des dirigeants. Puisque c'est libre dans la SAS, la seule obligation, c'est qu'il y a un président et un seul. Voilà la SAS pour la nature des fonctions de direction. C'est au moins des fonctions comparables à celles de la société anonyme. Et ça dépend du pouvoir de représentation à l'égard des tiers. Les intéressés doivent avoir été régulièrement nommés, pareil pour le Dutreil. Et le montant de la rémunération qu'on ne retrouve pas dans le Dutreil, il n'y a pas de condition tenant à la rémunération. Mais ici, pour les filles, la rémunération doit être normale et constituer plus de 50% des revenus annuels professionnels. Jurisprudence sur la rémunération normale, avec la prise en compte du conjoint et du concubin notoire. Exclusion
de la rétribution des administrateurs, les ex-jetons de présence. Pluralité d'entreprises ou d'activités, le cumul est possible pour la rémunération. On l'a vu, notamment s'il s'agit notamment de l'exercice d'activités soit similaires et ou connexes et complémentaires, où on peut aussi exercer différentes activités pour avoir l'exonération. Dès lors qu'il s'agit d'un bien professionnel unique. S'il s'agit d'activités soit similaires ou connexes et complémentaires. Alors, il y a une situation qu'on rencontre parfois qui, en principe, devrait entraîner le paiement de l'IFI. C'est lorsque la holding est animatrice, le dirigeant d'entreprise détient les parts d'une société civile et l'immeuble est loué à la société opérationnelle. Bien, et attention, parce que dans cette situation, l'immeuble n'est pas inscrit à l'actif de la société opérationnelle. Et donc, ça peut entraîner le paiement de l'IFI. Et l'administration fiscale, bien, elle n'apporte pas, elle n'est pas rassurante, elle n'apporte pas de réponse à la question. Elle dit, il faut poser un rescrit. Alors, quand vous voyez ces situations-là, il faut avertir le client que peut-être qu'il convient de changer le bail pour que le bail soit passé avec la holding animatrice et non pas la société opérationnelle. Et la holding animatrice va se louer l'immeuble à la société opérationnelle. Voilà la réponse. Et en bas, on a la réponse de l'administration à faire une demande de rescrit. Donc voilà, il y a un risque qui plane sur la tête du dirigeant dans ces situations-là. Pardon, je n'ai pas bien compris. Si la holding animatrice... Oui. Donc voilà les deux situations. Location à une fille, pas d'exonération. En principe, faire une demande de rescrit. Voilà la réponse ministérielle. Et le seuil de détention, au moins 25% des droits de vote. Avec un niveau d'interposition. Là aussi, attention au niveau d'interposition. On verra que pour le Dutreil transmission, on a le droit à 2 niveaux d'interposition. Pour les filles, un niveau d'interposition. « 25% des droits de vote. Pas de seuil de 25% exigé pour les gérants de sociétés en commandite par action. Les professions libérales, ici, IFI dérogation aux conditions non reprises par l'instruction fiscale. Moins de 25% en cas d'augmentation du capital. Le bien professionnel, société interposée, holding animatrice ou passive. Et s'il s'agit d'une entreprise allière, l'exercice à titre principal, à titre de profession de manière effective. Entreprise individuelle, encore une autre définition. Holding passive, un niveau d'interposition, 25%, un niveau d'interposition, un exemple,
Une holding animatrice est considérée comme une société opérationnelle. En principe, elle peut aussi avoir l'exonération de l'IFI. Exception sur la rémunération d'une holding, même si elle est peu rémunérée. L'administration va considérer l'ensemble, notamment la rémunération, dans la société opérationnelle. Exemple. Encore des exemples. Et les conditions pour les sociétés à l'IR. À titre de profession, à titre principal et de manière effective, avec là aussi de nombreuses décisions jurisprudentielles. Les entreprises individuelles également, avec des conditions autres. À titre de profession, l'activité exercée par le propriétaire des biens ou son conjoint marié, et enfin, activité exercée à titre principal. Bien nécessaire. Exploitation agricole et les forêts avec des particularités.